Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence. Je vois que vous êtes très nombreux, nombreuses ici ce soir. Mon nom est Maître Marc Lemay, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ceux qui auraient oublié, j'ai déjà été député fédéral. Alors, ça règle un problème. Je suis donc totalement neutre. Et ici, je vais agir comme animateur ce soir à cette présentation qui est extrêmement importante et qui avait été demandée depuis très longtemps par tous les intervenants socio-économiques de la région du Témiscamingue pour savoir c'est quoi le parc, c'est quoi au Pimican, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange dans la vie. Alors, vous avez vu la belle photo? Voici comment on va procéder. Il va y avoir 3 présentations. Je vous le dis, ça dure 1 heure. Les 3 ensemble, bien évidemment. Oui, là, il ne faut pas exagérer, parce que ces dames ont travaillé fort pour faire cette présentation-là. Donc, je vais vous les présenter dans quelques instants. Ces 3 dames vont vous faire les présentations. Donc, 1 heure de présentation et que je vous invite à ne pas manquer, parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes que vous allez découvrir probablement autant que moi-même. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter Mesdames Isabelle Tessier. Isabelle Tessier est chef d'équipe au service des parcs du ministère du Développement durable et de l'Environnement et des parcs. Elle est géographe de formation. Elle possède près d'une 15aine d'années d'expérience dans son domaine, dont une 10aine au sein de l'équipe des parcs. Elle a été, entre autres, chargée de projet pour la création du tout dernier parc national du Québec, à savoir le parc national du lac Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent. Elle sera accompagnée de Maryse Cloutier, qui est biologiste et chargée de projet au service des parcs du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des parcs. Depuis une 10aine d'années, elle a su acquérir une riche expérience sur le terrain. Elle a été impliquée dans plusieurs projets de recherche et de caractérisation du milieu naturel touchant la flore et la faune, et ce, autant en entreprise privée que dans le secteur public. En plus de travailler sur le projet de parc national au Pimican, Mme Cloutier s'occupe du suivi et de la gestion de certains parcs nationaux existants. Alors, sans plus tarder, on va passer à la première présentation par Mesdames Isabelle Tessier et Maryse Cloutier. Alors, le plan de la présentation, on va vous présenter le réseau des parcs nationaux du Québec actuellement. Quel est le but des parcs, la base de planification, comment on décide d'un territoire, on peut avoir le potentiel de faire un parc national, le processus, les étapes menant à la proposition d'un parc national. C'est long, ça s'échelonne sur plusieurs années. Les gens ont hâte de savoir, mais c'est des étapes et du travail qui demandent beaucoup de temps. Ensuite, on a pensé que ça pourrait vous intéresser. Durant les dernières années, on a fait des études sur le territoire à l'étude, et puis on veut vous faire part des premiers résultats qu'on a découverts sur le territoire. Et ensuite, on va vous parler de certaines informations qui reviennent souvent sur des questions que les gens nous posent souvent sur un projet de parc, donc on va y revenir. Et ensuite, on va passer la parole à Claire Ducharme, qui travaille pour la CEPAC. La différence entre nous, moi et Maryse, on travaille au service des parcs. Donc, c'est nous qui est chargés de projets pour étudier un territoire, proposer une limite de parc sur lesquels les gens vont pouvoir se prononcer en audience publique. Une fois que si ça fonctionne en audience publique, qu'il y a un appui favorable, qu'il y a création d'un parc, c'est la CEPAC après qui embarque, puis qui là, il engage le monde, qui donne les contrats pour développer le parc, qui s'occupe de l'opération terrain du parc avec les employés, l'équipe, puis les gens en région. Fait que nous, notre job, donc ça fait plusieurs années que moi et Maryse, on travaille sur le projet. Et voilà, fait ça c'est le plan de la présentation de moi et Maryse. On vous a mis une carte à droite sur cette diapositive-là qui vous présente le réseau des parcs nationaux actuellement. Donc, actuellement, il y a 24 parcs nationaux, plus un parc marin. C'est ce que vous voyez en rouge sur la carte. Ce sont les parcs nationaux existants. Donc, celui le plus près de chez vous, celui des Guebel à Rouyn-Noranda, au nord, là, le spot rouge.
Le but des parcs nationaux, c'est d'assurer, oui, la conservation des territoires, mais on ne les fait pas n'importe où, parce qu'on veut aussi qu'ils soient accessibles au public puis qu'il y ait des retombées économiques dans une région. Fait que le faire dans un endroit complètement nowhere, loin des communautés, c'est sûr que c'est pas aussi intéressant que dans un endroit qui peut être accessible au public. Comment on décide d'un territoire, comment on décide de proposer un territoire pour faire un parc national? Au départ, ce qui a été fait, c'est que le Québec a été découpé en différentes unités de paysage. Et Et c'est ce que vous voyez, les pointillés gris, les petites lignes, c'est des unités de paysage différentes qu'on retrouve au Québec. Et la prétention, c'est d'essayer de préserver un échantillon de chacun de ces paysages-là, de dire, pour chacun des paysages du Québec qu'on a d'unique, essayons d'en conserver, d'en préserver une petite partie, un échantillon qui pourrait être préservé pour tout le monde puis pour les générations futures, mais tout en les rendant accessibles, que les gens puissent y aller et faire des activités compatibles avec la conservation. Dans le cas du projet de parc national d'Opémican, ce qui nous concerne aujourd'hui, on peut aller à l'autre diapo, c'est de représenter un paysage. C'est une région naturelle qui s'étend, là, vous voyez ce qui est en plus foncé, et dans cette région-là, il n'y a aucun parc en ce moment qui est là, et le projet de parc national, viendrait combler cet objectif-là de préserver un échantillon. Au départ, on nous avait contactés pour préserver le site Opémican où il y a les bâtiments historiques. Et on est venu à la demande de certains intervenants de la région, venus voir le potentiel de ce site-là, mais on savait très bien que ça ne pouvait pas, avec un 6 ou 7 km², de pouvoir rencontrer les objectifs des parcs nationaux qui sont pour préserver un échantillon, un paysage, donc un peu plus grand. Ce qu'on a regardé autour, c'est que oui, on a vu qu'il y avait des terres publiques autour, puis qu'il y aurait un paysage incroyablement beau, magnifique, qui rencontre tous les standards de beauté qu'on peut faire pour quand on fait un parc national. Par contre, on savait que c'était une autre game, de vouloir protéger le site Opémican par rapport à une superficie plus grande. On savait très bien que c'était un autre projet. Donc, on a demandé aux gens de bien réfléchir. On a eu plusieurs rencontres avec certains intervenants et on nous a réécrit, on nous a demandé d'étudier la possibilité de faire un parc. Donc, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est de dire, oui, on veut que vous nous présentiez, on veut que vous travailliez sur un projet de parc pour que vous le présentiez à la population. Puis, elle décidera. Donc, c'est le mandat qu'on nous a donné. C'est le mandat que nous, avec l'expérience qu'on a de toute la création des autres parcs, puis de ce qu'on connaît des parcs, on s'est dit, effectivement, c'est un super spot, puis il y a un potentiel pour faire un parc national, mais on va le proposer aux gens, puis c'est les gens qui décideront. Donc, c'est là qu'on en est. Oui, excuse. Donc, on a délimité un territoire à l'étude. Je vous rappelle qu'un territoire à l'étude, c'est pas une limite de parc. C'est un territoire qu'on a délimité avec des beautés de paysages qu'on trouvait qui étaient intéressants. On a eu plusieurs rencontres avec des gens pour en finir à délimiter un territoire. C'est pas une limite, on l'a étudié à fond sur tous ces aspects pour pouvoir vous proposer une limite. Puis ces propositions de limites-là vont être faites au printemps 2012, printemps-été 2012. Donc, on est en train de penser à une proposition de limite de parc. Donc, on voit qu'un territoire, l'étude a été définie avec Rivière-Kipawa, le long du lac Témiscamingue, le site de Pointe-au-Pémican, avec le bassin versant du lac Marsac et des îles sur le lac Kipawa. C'est ce qu'on a étudié. Donc, territoire à l'étude, on a fait un état des connaissances, donc qui est un portrait de tous les aspects, géologie, flore, faune, géomorphologie, bassin de population, occupation du territoire, utilisation du territoire, tout ça a été étudié pour pouvoir penser à une proposition de limite de parc acceptable. En 2009, on a formé aussi un groupe de travail régional. Donc, sur ce groupe de travail-là, le mandat, c'est qu'on avait les maires, l'ATR, les communautés autochtones, les organismes socio-économiques, les élus. Donc, depuis 2009, ce groupe de travail-là, on travaille ensemble. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit les étapes, on échange l'information,
On travaille sur une idée de parc, puis eux sont chargés de diffuser l'information auprès des groupes qu'ils représentent. Et on va avoir une rencontre d'ailleurs du groupe de travail cette semaine. Donc la prochaine étape en 2012, c'est de vous distribuer le plan directeur provisoire qui va être la proposition de limite. La proposition de concept d'aménagement, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce parc-là, quelle serait la limite. Donc tout ça, on travaille là-dessus, puis c'est ça qui va vous être distribué en 2012. Il va y avoir des séances d'information ouvertes à tous, et on va pouvoir répondre à toutes les questions, expliquer la proposition, et là, les gens vont avoir le temps de se faire une idée, de se faire une opinion, puis de venir le présenter en audience publique. Vous présentez quelques-unes des plus belles caractéristiques du territoire à l'étude du projet de parc national d'Opémican. Donc, c'est un portrait très synthèse de toutes les connaissances qu'on possède. Mais pour ceux que ça intéresse, sur le site Internet du MDDEP, vous pourrez trouver dans l'onglet Parcs nationaux un document comme ça qui s'appelle « État des connaissances du projet de parc national d'Opémican » qui dresse en fait le portrait détaillé là, du territoire. Et ce document-là est disponible en français et en anglais. Il est aussi disponible dans les bibliothèques puis les bureaux municipaux ici, si vous voulez en avoir des copies. Des copies papier. Donc, on va débuter tout d'abord, juste pour vous situer, le territoire à l'étude du projet de parc national d'Opémican. Sa formation rocheuse est formée de roches très anciennes, des roches qui ont plus d'1 milliard d'années. Donc, on peut imaginer que depuis ce temps-là, les roches ont subi des pressions énormes, de la chaleur intense qui ont fait en sorte que ça les a transformées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur du territoire, on peut observer ce phénomène-là. Donc, ici, on a une photo qui présente une falaise le long du lac Témiscamingue et on voit très bien des plissements dans la roche. C'est comme si c'était une feuille de papier quasiment. Donc, ça, on peut l'observer sur le bord du lac Témiscamingue. Un autre phénomène géologique qui est observable à l'intérieur du territoire concerne le lac Témiscamingue en tant que tel. Le lac Témiscamingue qui est un élargissement de la rivière des Outaouais qui occupe un fossé très, très large. Et ce fossé-là a été formé par la roche qui s'est effondrée en forme d'escalier. Et c'est pour cette raison que le lac Témiscamingue est si profond. Là. Son point le plus profond, c'est 213 mètres. Donc, c'est pas rien. Et petite anecdote, d'ailleurs, les failles qui sont responsables de la fracture des roches seraient toujours actives aujourd'hui et seraient responsables du tremblement de terre qui a eu lieu dans la région en 2000. L'épicentre était situé un petit peu au nord de la ville de Témiscamingue. Donc ici, on a une belle photo là, qui montre bien le relief là, du territoire d'Opémican. Comme je vous disais, la formation rocheuse, c'est des roches très anciennes. En fait, les roches, aujourd'hui, ça se trouve être les racines d'une ancienne chaîne de montagnes qui, au moment où elle a été formée, était presque aussi haute que la chaîne de l'Himalaya. Donc, c'est impressionnant. Mais aujourd'hui, avec tous les phénomènes d'érosion, cette roche-là s'est aplatie et a donné au relief une espèce de forme de plateau de colline au sommet aplati, comme on peut voir ici sur la photo. Une autre caractéristique importante du territoire, c'est la présence de nombreuses falaises le long du lac Témiscamingue, des falaises qui peuvent atteindre jusqu'à 70 mètres de haut et qui donnent au lac justement un paysage tout à fait impressionnant. Évidemment, si on pense dans le cadre de la mise en valeur d'un futur parc national, ces falaises-là pourraient entre autres être mises en valeur si on pense à l'établissement d'un sentier de randonnée qui pourrait donner accès au haut de ces falaises-là, puis offrir des points de vue vraiment très beaux sur le lac Témiscamingue, ou encore par des activités aquatiques, un parcours de kayak, par exemple, qui pourrait donner accès et offrir des paysages vraiment impressionnants. Donc ici, on a justement une belle photo là, qui montre toute l'ampleur du lac Témiscamingue, ce grand plan d'eau-là qui borde le territoire à l'étude du projet de parc. Le lac Témiscamingue qui, avec ses falaises, offre un paysage vraiment très beau. Et une des particularités du lac, c'est que son eau est turbide, principalement c'est dû au fait que la majorité de son eau provient de la plaine argileuse de l'Abitibi.
Ici, une photo du lac Kipawa, un grand lac qui borde le territoire à l'étude également. Le lac Kipawa qui offre un paysage complètement différent du lac Témiscamingue, qui est caractérisé par des rives très, très découpées et de nombreuses îles. Et ça s'explique par le fait que c'est un lac réservoir. Et contrairement au lac Témiscamingue, le lac Kipawa a une eau très claire qui est propice à la présence du touladi, entre autres. Une belle photo qui montre le lac White. Le lac White qui est le lac intérieur le plus grand du territoire à l'étude du projet de parc. C'est un lac important dans le sens qu'il draine les eaux d'un très grand bassin versant. Donc, toutes les eaux des lacs environnants sont acheminées jusqu'au lac White, qui, lui, les achemine jusqu'au lac Témiscamingue. Et une des caractéristiques intéressantes du lac White, c'est que c'est un lac qui est relié avec d'autres petits plans d'eau jusqu'au lac Kipawa. Donc, si on pense à une mise en valeur future d'un parc national, ça pourrait être intéressant, entre autres, pour la mise en place d'un parcours de canot camping qui permettrait de relier tous ces petits lacs-là, puis c'est ça, d'offrir le canot. Une photo de la rivière Kipawa, grand cours d'eau qui traverse le territoire sur presque 15 km. La rivière Kipawa qui est la seule voie naturelle d'écoulement du lac Kipawa et qui est très variée tout le long de son cours. Donc, par endroits, la rivière va être très rapide, les rives vont être rocheuses, mais à d'autres endroits, le débit devient plus lent, puis les rives deviennent sablonneuses, ce qui est propice à l'établissement, entre autres, d'herbiers aquatiques sur ces rives, qui est propice à la sauvagine, entre autres, puis à la reproduction des poissons. Puis une des caractéristiques, pas dire exceptionnelle, mais vraiment très belle de la rivière Kipawa, c'est la présence de la Grande Chute, que probablement vous connaissez, certains d'entre vous. La Grande Chute qui offre un dénivelé à elle seule de 19 mètres. Donc, c'est assez impressionnant. Également, un petit site qui est difficilement accessible, sauf par le lac Témiscamingue, c'est les cascades du ruisseau du Moulin-la-Tour. Donc, à l'embouchure de ce ruisseau-là, il y a des cascades qui se forment sur environ 40 mètres de haut. Nous, on a découvert ça quand on était pendant une campagne de terrain, puis on se disait que ça pourrait être justement rendu accessible par un sentier de randonnée, entre autres, qui permettait d'accéder à ce beau site-là. Maintenant, au plan de la végétation, le territoire à l'étude, on retrouve beaucoup de peuplement de vieilles forêts, mais une des caractéristiques vraiment particulières au territoire d'Opémican, c'est la dominance du pin blanc, pin rouge, un peu partout dans le paysage. Et si on compare avec le reste du réseau des parcs nationaux du Québec, actuellement, il n'y a aucun parc qui protège un territoire avec autant de pin blanc et pin rouge. Donc ça donne vraiment une petite couleur particulière au projet de parc national d'Opémican. Pour ce qui est des plantes, on a fait des inventaires botaniques qui ont permis d'identifier 465 espèces différentes de plantes. Et là-dessus, il y a 10 espèces qui sont susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables au Québec. Joël. Maintenant, pour ce qui est des espèces fauniques, il y a 50 espèces de mammifères qui sont susceptibles de fréquenter le territoire à l'étude. Et là-dessus, il y a la chauve-souris cendrée et chauve-souris argentée qui ont déjà été répertoriées et qui sont deux espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Pour ce qui est des oiseaux, il y a 183 espèces d'oiseaux qui sont susceptibles de fréquenter le territoire, dont le faucon pèlerin. Le faucon pèlerin qui niche à différents endroits à l'intérieur du territoire. Donc ici, on a une belle photo qui montre 2 jeunes faucons au nid. Un nid qui est situé aux environs de la pointe Opémican. Donc ça, évidemment, dans le cadre d'un parc national, c'est certain que ça devient un enjeu majeur de conservation. On retrouve aussi une héronnière dans le secteur de l'île aux fraises. Puis une des caractéristiques intéressantes, c'est que lors de nos campagnes de terrain, on a relevé à plusieurs reprises la présence du grand pic. Le grand pic n'est pas une espèce rare en tant que telle, mais c'est une espèce importante quand on regarde une communauté faunique au complet, parce que on dit que c'est un excavateur primaire. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser les arbres de grande dimension, les arbres morts,
puis il va y creuser des cavités pour y nicher, entre autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces cavités-là vont servir aussi à d'autres espèces par la suite. Donc, on peut penser les petits nyctales, qui sont une espèce de chouette, ou même les écureuils volants, qui peuvent les utiliser pour y gîter. Il y a 14 espèces d'amphibiens et 8 espèces de reptiles susceptibles de se retrouver dans le territoire. Ce groupe d'espèces-là qui sont fortement associés au milieu humide. Et à l'intérieur du territoire d'étude, il y a énormément de milieux humides, de variés aussi. Donc ça aussi, c'est un enjeu important de conservation. Et un fait intéressant, c'est qu'on a fait la découverte de quelques sites de ponte de tortues, un peu partout dans le territoire. Maintenant, pour les espèces de poissons, il y a 42 espèces de poissons. Là-dessus, c'est le lac Témiscamingue qui présente la plus importante communauté, avec 28 espèces différentes, dont la présence de l'esturgeon jaune, qui est une espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Maintenant, pour ce qui est du patrimoine culturel du territoire à l'étude d'Opimican, on retrouve 9 sites archéologiques. Ces 9 sites-là sont tous situés le long du lac Témiscamingue. Par contre, c'est des sites qui n'ont pas encore fait l'objet de fouilles très approfondies. Ça a été plus des découvertes fortuites qui ont été faites là, soit d'outils ou d'éclats de taille de pierre. Par contre, ça démontre à quel point le lac Témiscamingue, la rivière des Outaouais, offre un très gros potentiel de découverte future. Et une des caractéristiques uniques au projet de Parc national d'Opimican, c'est la présence du site classé historique de poste de relais pour le flottage de bois d'Opimican. Ce site-là, dont le bâtiment le plus ancien est l'auberge Jaudoin, dont une de ses parties aura été construite en 1883. L'auberge Jaudoin qui a servi pendant quelques années comme relais pour les voyageurs qui circulaient sur le lac Témiscamingue. D'ailleurs, l'auberge Jaudoin, c'est le 3e bâtiment le plus ancien de toute l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça démontre l'importance que ça peut avoir pour sa protection. Donc ici, on a une belle photo qui montre toute l'ampleur du site Opimican avec les différents bâtiments historiques. Tu peux appuyer. Le site Opimican qui a servi comme chantier naval, où on y faisait la construction et la réparation des bateaux qui servaient au remorquage du bois pour le flottage du bois pour l'acheminer vers les scieries aux alentours. Donc, voici quelques photos qui montrent quelques-uns des bâtiments historiques qu'on y retrouve. Donc là, je suis certaine que la question vous brûle les lèvres, à savoir qu'adviendrait le site historique dans le cadre d'un parc national. Évidemment, nous, ce qu'on envisage, c'est que s'il y a un parc national, c'est certain que le site historique Opimican va être réutilisé aux fins d'opération du parc et que les bâtiments seraient restaurés, puis qui pourraient servir justement comme bâtiment dans le cadre d'un parc national. Donc, concernant la pêche, on se fait souvent poser la question, qu'est-ce qui arrive avec la pêche dans un parc? Donc, la pêche, c'est une activité qui est permise dans un parc national. Dans l'éventualité où il y aurait des portions du lac Témiscamingue et du lac Kipawa qui seraient inclus dans le projet de parc national, c'est sûr que la pêche sur les lacs Kipawa puis le lac Témiscamingue continue à s'exercer comme elle s'exerce là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit d'accès à payer, il n'y a pas de droit de pêche à payer non plus. C'est des plans d'eau qui sont ouverts, donc ils ne sont pas complètement inclus à l'intérieur d'un parc national. Donc c'est sûr que la pêche, ça continue à se faire comme ça se fait là. Par contre, à l'intérieur des parcs, c'est sûr, des lacs qui sont à l'intérieur, au cœur du parc, il y a des droits de pêche à payer. Pour les baux de villégiature et d'abris sommaires. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas de terrain privé. Il n'y a pas de terrain privé dans le projet de parc. Il n'y a pas d'expropriation de terrain privé non plus. Je sais qu'il y a eu des mauvaises, je dirais, décisions qui ont été prises dans le passé, peut-être qu'on peut penser. Il y a de ça des années, mais par contre, maintenant, le gouvernement n'agit plus de la sorte pour les terrains privés. Pour les baux de villégiature et d'abris sommaires, ça, c'est des baux de location qui sont émis par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Donc, advenant le cas où
il y a un bail de villégiature ou de brise-en-mer qui se trouvait dans la proposition de parc, il y aurait 3 options qui seraient offertes à ces détenteurs de droits-là. La première, c'est que s'ils veulent garder leur camp, ils peuvent garder leur camp. On l'exclut de la limite du parc, mais il est entouré d'un parc national. Je vous dirais qu'il y en a des personnes que ça fait leur affaire d'être entouré d'un parc national parce qu'ils veulent avoir la paix, puis ils veulent être tranquilles. Donc, ça, c'est une option. La deuxième option, si les gens sont surtout là pour chasser, puis ça les convient pas d'être entourés d'un parc national, ben là, on peut évaluer le camp, s'entendre d'une entente de gré à gré pour faire une offre pour acheter le camp. Et l'autre option, c'est on peut acheter le camp et aussi on travaille avec le ministère des Ressources naturelles à identifier des secteurs pour offrir de nouveaux secteurs. Donc, on est en train d'étudier la possibilité de pouvoir offrir de nouveaux secteurs à ces détenteurs-là qui voudraient avoir un autre camp ailleurs à l'extérieur du projet de parc. Si les gens décident de garder leur camp, d'être entourés d'un parc, puis de garder leur bail là, c'est sûr que s'ils prennent leur VTT ou leur motoneige pour se rendre à leur camp, il n'y a pas de problème, là. C'est sûr que si on permet aux gens de garder leur camp, puis le moyen de se rendre en motoneige puis en VTT, ils peuvent prendre ces moyens de transport-là pour se rendre. Mais le VTT et la motoneige, c'est pas des activités qu'on peut faire pour se promener partout dans un parc. Donc, pour se rendre au camp, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, mais de commencer à se promener partout, ça, c'est interdit, loi et règlement sur les parcs. Mais la piste de l'ancienne voie ferrée, là, la piste multifonctionnelle là, qui longe par endroits la 101, ça a toujours été exclu d'un projet de parc, ça va toujours rester exclu. Fait que je pense que ça fait le tour pour certaines questions qui nous ont souvent été posées. L'autre diapositive, s'il vous plaît. Donc, dernière diapositive pour nous. Après ça, on va passer la parole à Claire. C'est pour vous rappeler qu'il va y avoir des séances d'information publique où on va vous donner le plan directeur provisoire, où il va y avoir une proposition de limite, où vous allez pouvoir faire une opinion. Puis à l'audience publique, comment ça fonctionne? C'est que vous n'êtes pas obligé de venir au micro puis de le dire devant tout le monde ce que vous pensez. Vous pouvez juste nous envoyer une lettre. Quand on dit un mémoire, là, de faire un mémoire sur l'opinion, sur un projet. Mémoire, c'est un bien grand terme, là, mais dans le fond, c'est juste votre opinion qui nous intéresse. Dites, vous êtes pour, vous êtes contre, pourquoi? Puis aussi, bien, si vous êtes pour, mais vous aimeriez apporter une certaine modification de limite, ou vous aimeriez peut-être que ce soit plus grand, plus petit, ou une idée de concept, ou de dire, hey, moi, dans ce coin-là, j'aimerais ça qu'il y ait un sentier, ou vous pouvez vous prononcer sur ce que vous voulez, on veut vous entendre, puis vous n'êtes pas obligé de le faire devant tout le monde. Fait que si vous nous envoyez votre opinion par écrit, ça reste confidentiel. Mais si vous venez l'exprimer en public devant les gens en audience publique, puis devant le président d'audience qui va présider, ça peut être le ministre ou un représentant, vous êtes bienvenus de le faire. Fait que sentez-vous à l'aise de dire votre opinion, qu'elle soit pour, qu'elle soit contre, puis pourquoi. Puis d'apporter des idées, des modifications, tout ça va être pris en compte. Fait que ça peut être fait de façon confidentielle ou complètement ouverte. Alors, ça devrait avoir lieu probablement printemps-été 2012. Là. Fait que je vous remercie beaucoup de votre attention. Donc, il nous reste une autre demi-heure. Je vais vous présenter Claire Ducharme. Elle est directrice de la conservation et de l'éducation et du développement, vice-présidente de Parc Québec, Société des établissements de plein air du Québec, donc la CEPAC. Elle œuvre au sein des parcs au Québec depuis plus de 25 ans. Elle a débuté sa carrière au Parc d'Oka et l'a poursuivie en occupant diverses fonctions au Parc national Mont-Tremblant et aux Parcs nationaux des Grands Jardins et de la Haute-Gorge de la rivière Malbaie, où elle a été directrice pendant 6 ans avant de se joindre en 2011 à l'équipe de la vice-présidence de Parc Québec. Alors, mesdames et messieurs, Madame Claire Duchamp. Une fois qu'un parc national est créé, c'est la Société d'État, la CEPAC, qui entre en scène pour opérer, pour gérer les opérations. Alors, de Parc Québec, les parcs nationaux au Québec sont à la CEPAC depuis 12 ans. Et je voulais venir vous présenter qui nous sommes, comment on fonctionne et quelles sont les retombées économiques aussi qui sont liées, basées sur ce qu'on a fait depuis une douzaine d'années.
Alors, on va continuer. Donc, notre présentation va y aller comme ça. Qui nous sommes? La Société des établissements de plein air du Québec, si on continue, Lisa, c'est une société qui a été créée en 1985, dont la mission, c'est d'administrer et de développer les territoires naturels et des équipements touristiques publics en assurant leur accessibilité, leur mise en valeur et leur protection au bénéfice de sa clientèle, des régions du Québec et des générations futures. On a la carte du Québec. À gauche, on voit que la CEPAC gère 3 réseaux. Tu veux revenir, s'il te plaît, d'un coup? 3 réseaux. Donc, il y a le réseau Parc Québec. Je suis là, je pointe, puis j'ai mon piton, il ne marche pas. OK. Le réseau Parc Québec, pour lequel moi, je suis plus particulièrement associée. On gère aussi les réserves phoniques. Vous devez connaître, par exemple, là, plus près d'ici, la réserve phonique de la Vérandrie et certains centres touristiques, des terrains de golf, auberges, etc. La différence entre les parcs et les réserves, les parcs ont un statut d'aire protégé, reconnu par l'Union mondiale de la nature, tandis que dans une réserve phonique, il y a des activités d'exploitation, par exemple exploitation forestière, il peut y avoir de la chasse, exploitation minière, ce qui n'est pas le cas dans les parcs nationaux, qui ont vraiment un statut de protection. Voici notre organisation, un organigramme qui démontre, je ne vais pas vous l'expliquer, ça c'est jamais bien le fun, les organigrammes. Ce que je voulais démontrer par là, c'est qu'on a un organigramme assez aplati. L'équipe à Québec est assez petite. Nos employés sont vraiment sur le territoire, sont partout en région. Je salue d'ailleurs France Simard, la directrice du Parc national de Guebel, qui est ici ce soir. Donc, on est une toute petite équipe à Québec. Nos employés sont répartis dans tout le territoire. De l'infiniment petit à l'immensément grand, Parc Québec protège chacune des richesses de nos plus beaux territoires. Explorez-les. Des passionnés vous y attendent pour vous les faire découvrir. Alors donc, c'était une de nos campagnes, un de nos messages télé de la campagne de l'année dernière. Donc, ça dit tout de notre mission, c'est-à-dire on voit conserver, protéger, découvrir. Il y a vraiment les 2 volets de notre mission dont on a à tenir compte et à maintenir un équilibre constant entre protéger un territoire et le rendre accessible. Alors, c'est tout le défi au quotidien de nos équipes. On voit ici la carte que Isabelle nous a montrée, Isabelle et Marie nous ont montré tantôt. Ça, c'est au sud du Québec où sont répartis actuellement les 23 parcs actuels. Donc, comme, c'est ça, je disais, on dirait qu'il manque quelque chose là, mais bon. Donc, on répète la mission, là, la conservation, la mise en valeur et l'accessibilité à des fins éducatives et récréatives. On voit ici quelques diapos de certains de nos parcs. C'était Anticosti, Gaspésie. Ça, c'est encore le Parc national de Gaspésie. Île Bonaventure, Rocher-Percé. On est Parc national de la Jacques-Cartier, Aiguebelle, que vous devez connaître. Parc national des Monts-Valin. Gaspésie. Encore Aiguebelle. Mont-Harford. Mégantic. Ça ressemble à Jacques-Cartier aussi. Ils ne sont pas tous là, mais on voit que c'est parmi les plus beaux paysages du Québec, puis on voit que le Québec, c'est beau. On offre une gamme vraiment diversifiée d'activités de plein air. On voit, si on regarde rapidement, là, les activités parmi les plus populaires, certainement, tout ce qui est canot, kayak, randonnée pédestre, vélo, il y a la pêche. Il y a toutes sortes d'activités, certaines plus particulières. Là, celle-ci, c'est à Mont-Tremblant. Voyons, mon piton, il marche-tu? Ici. Via Ferrata. Ça, c'est plus rare. Mais bref, il y a des activités vraiment diversifiées. Puis dans aucun parc, il y a toutes ces activités-là. Dans chaque parc, chacun a sa couleur, chacun
va y aller avec son identité puis le potentiel qu'il a. On a aussi des infrastructures et des services de grande qualité de plus en plus. En partant ici, le gîte du Mont-Albert, certains de nos postes d'accueil, l'Astrolabe au Parc national du Mont-Mégantic. Une gamme diversifiée d'hébergements en nature. En camping, on a vraiment, à partir du camping rustique petit à terre, jusqu'à le prêt à camper, les tentes Utopia là, qui connaissent un succès fou. On en a environ 200 dans tout le réseau, puis on ne fournit pas. La villégiature, là aussi, pas partout, mais bon, ça va du refuge et de la yourte jusqu'à certains chalets. Évidemment, dans le cas de la villégiature, c'est toujours encore là selon la région. Il y a des endroits, des parcs où, si on voit que dans la région, il y a une offre qui est suffisante, on n'ira pas s'installer pour faire une concurrence déloyale aux gens qui sont en région. Dans certains cas, ça convient, mais c'est très variable donc d'une région à l'autre. Ça, c'est chez vous en France, hein? Et on a des hébergements alternatifs, des igloos, des lean-to, puis là, on va s'en aller là-dedans là, de plus en plus aussi, puisque les gens demandent des hébergements de plus en plus insolites, originaux, et il y a une demande pour ça. Nos services, c'est variable aussi. Vous voyez, on est dans tout à fait autre chose que la présentation de Maryse et Isabelle. Nous autres, comme je vous disais, on est là pour opérer, donc offrir des services et des activités. Donc, restauration selon les cas, des boutiques, des sentiers, la location d'embarcation, etc. Maison de thé ici, au BIC. Je vous disais qu'on a une mission, une double mission, donc on assure aussi sur le terrain la mission de conservation. Au quotidien, ce que ça veut dire, c'est faire de l'acquisition de connaissances, protéger le territoire, faire la surveillance de l'intégrité écologique. On fait ça aussi, si tu veux continuer. Pour mieux connaître, évidemment, on n'est pas, nos employés ne sont pas spécialistes de tout. On a dans chacun des parcs des techniciens en milieu naturel, mais on fait beaucoup de partenariats avec des universités, avec des chercheurs d'un peu partout, qui nous ont mené d'ailleurs en 2009 pour notre 10e anniversaire un colloque qu'on avait tenu sur la recherche scientifique sur les parcs. On a des vraiment très belles collaborations à ce niveau-là. Mieux on connaît nos territoires, plus c'est facile pour nous de les protéger et de les mettre en valeur. Au niveau de la protection du territoire, évidemment, on a des gardes-parcs qui sont assistants à la protection de la faune, qui sont en mesure de faire respecter la réglementation. On a un programme de suivi d'intégrité écologique qui suit une trentaine d'indicateurs dans chaque parc pour s'assurer, enfin, pour voir le portrait à long terme sur l'état au niveau écologique. Est-ce qu'il y a amélioration, dégradation? S'il y a dégradation, est-ce qu'on peut intervenir? Donc, on est des gens, ça c'est fait vraiment par notre personnel sur le terrain, par des inventaires de faune, de flore, etc., qualité de l'air, qualité de l'eau. Notre modèle de gouvernance, qui en est un très original et qui fonctionne bien, on va tout y aller, puis je vais l'expliquer après, Isabelle. L'État, le gouvernement, donne un certain montant à la société d'État qui est la CEPAC, qui, elle, opère les activités. Tout l'argent qui est généré par les tarifs de camping, location, etc., tout ce qu'on fait, tout cet argent-là revient au parc. C'est un modèle assez original, ça ne s'en va pas au fonds consolidé. C'est pas comme SAQ ou l'Auto-Québec qui retourne l'argent au gouvernement puis qui le redistribue dans les écoles et la santé. Dans notre cas, vraiment, tout l'argent qu'on fait, plus l'argent qui nous est donné aussi par le gouvernement, reviennent au parc. Les 5 clés de succès de Parc Québec. 1, on a misé depuis 12 ans beaucoup sur notre personnel. On a mis beaucoup d'efforts sur la formation, on a mis beaucoup d'efforts en ressources humaines pour s'assurer d'avoir des équipes
des équipes vraiment dédiées. Notre personnel est engagé. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui fréquentent les parcs nationaux. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les sondages. L'appréciation, la courtoisie du personnel est toujours reconnue. Ça nous fait plaisir. On est reconnu aussi comme des gens, comme une société qui innove beaucoup, qu'on développe énormément de différents créneaux. On est à l'affût toujours des nouveautés. Je donnais l'exemple tantôt des tentes Utopia. Si tu veux continuer. Ah, je ne les ai pas. Ça, on va sauter, Isabelle. Ça, c'est nos fameuses tentes Utopia qui sont des prêtes à camper. En fait, vous arrivez là, vous avez apporté juste votre nourriture, tout le reste est fourni. L'ameublement, le poêle, le frigidaire, les chaudrons, etc. Vous repartez, vous n'avez pas besoin de rien pacter, c'est tellement plaisant. Ça, c'est un gros succès. Dans certains cas, des chalets nature. Celui-ci est au Parc national du Mont-Harford. La maison de thé dont je parlais tantôt au Parc national du Bic. L'autre chose qui nous démarque, je dirais, c'est qu'on se distingue de la concurrence étant d'autres territoires publics ou phoniques ou etc., ou des bases de plein air, parce que dans notre mission, on a à inclure aussi l'éducation. Alors, on offre beaucoup, on a 500 dans tout le réseau, 500 activités de découverte différentes. Ça, c'est des causeries en soirée, c'est des randonnées en Rabasca, c'est des pièces de théâtre, etc., etc. On est rendu à 400 000 personnes l'été passé qui ont participé à toutes ces activités-là données par des gardes-parcs naturalistes. Alors, on voit ici une panoplie d'activités. Un chiffre qui, moi, me fait particulièrement plaisir, c'est au niveau des groupes scolaires. Depuis 4 ans, on a mis beaucoup on a travaillé beaucoup ça, parce que ça nous semble important que les jeunes connaissent leur parc. Puis s'ils vont jeunes, on pense qu'ils vont continuer à aller en nature plus vieux. Donc, on est passé de 20 000 à 50 000 étudiants qui viennent suivre nos programmes scolaires. Pour les jeunes, c'est tout à fait gratuit. Là, on a plein de programmes vraiment, vraiment super là, pour les jeunes puis qui viennent gratuitement. Notre mise en marché est assez reconnue aussi, évidemment. Comme on est une grosse équipe, comme il y a plusieurs parcs, plusieurs établissements, ça nous donne la force d'un réseau. On a une équipe à Québec qui comprend 40 personnes. Donc, ça nous permet de faire des grosses campagnes, du placement publicitaire, d'avoir des délégués commerciaux à l'étranger. C'est-à-dire à l'étranger, ils sont à Québec, mais qui vont faire des salons et des bourses touristiques sur le marché, en Ontario, en Europe, etc. On va continuer. Je ne vous demande pas de regarder tout ça, c'est juste pour me rappeler de vous dire que sur notre site Internet, on a 4 millions de visites par année. Alors, c'est un des sites Internet le plus visités au Québec. Je vous ai montré, je vous mets aussi quelques exemples de placements publicitaires qu'on fait. Et on est à l'affût des opportunités d'affaires sur nos partenaires en région. On a actuellement, sur les 23 parcs qu'on gère actuellement, 200 ententes de partenariat avec des gens en région avec qui on fait différentes affaires. Différents forfaits, ça c'est très variable, là, mais ça peut être autant des gens qui viennent faire des activités en canot, en kayak, etc., vendre des produits dans nos boutiques. On a toujours nos produits qui sont réseau, mais on a aussi dans chaque région une portion de la boutique qui vend des produits des artisans ou des produits du terroir de la région pour qu'il y ait vraiment une couleur locale particulière. Alors, on a différents forfaits. Là, ici, c'est au Parc national du Mont-Tremblant, sur la rivière du Diable. Je vous ai mis, ça c'est la page du site Internet du Parc national du Mont-Mégantic. Dans ce cas-ci, ça c'est sur le forfait de la neige aux étoiles. Alors lui, c'est associé avec, il doit y avoir au moins une vingtaine d'auberges et de bed and breakfast autour du parc, avec qui il est associé. Donc, quand on va sur la page du Mont-Mégantic,
On clique sur hébergement, forfait, on arrive là-dessus. Si tu continues de nos plages, ben là, on arrive sur toutes les... C'est petit, là, mais c'est chaque auberge, là, avec leur numéro de téléphone et puis un lien sur leur site Internet. Ça, ce sont des auberges, donc, qui offrent des forfaits avec le Parc national. Dans ce cas-ci, une nuitée à l'auberge, plus le spectacle là, à l'Astrolabe. Dans leur cas, ils font des spectacles liés à l'astronomie. Donc, il y a vraiment des liens qui sont faits avec les partenaires en région partout. Ça, c'est notre site cepacpartenaire.com. S'il y a un aubergiste, par exemple, encore l'exemple de mon aubergiste, qui, dans ce cas-ci, l'auberge Le Lupin, qui est près du Parc national du Mont-Tremblant, il a son accès directement sur son site Internet. Il a son accès. Il peut louer à ses clients qui sont en hébergement chez lui la Via Ferrata ou la randonnée en canot dont on parlait tantôt. Il rentre ça directement, touc, touc, touc. Il rentre la carte de crédit de son client. Ça imprime son billet, son voucher. Le client s'en va faire son activité. La commission se verse directement dans le compte de banque de l'aubergiste. Une de nos forces aussi, vous avez peut-être vu sur nos camions, c'est marqué partenaire en région, là. On travaille beaucoup en concertation avec les gens du milieu. Chaque parc a une table d'harmonisation. Une table d'harmonisation composée de gens du milieu, des élus, des gens du milieu scientifique, du milieu touristique, des gens des commissions éducatives, des commissions scolaires, etc. C'est variable, c'est pas fixe, là. Chaque parc a sa table qui se rencontre régulièrement. La semaine dernière, on avait une rencontre justement à Québec, à Duchesne, avec les présidents des tables de chacun des parcs qui se rencontrent, eux, une fois par année pour échanger. Ça nous permet de vraiment rester branchés, connectés sur le milieu. Et ce sont des gens qui sont assez influents, je dirais. C'est pas un conseil d'administration, c'est vraiment de la concertation. Donc, avec ce qu'on a mis en place, là, je vous ai nommé les clés de succès. Ce que ça a donné depuis 1999, notre autofinancement est passé de 4% à 67%. Notre chiffre d'affaires est rendu à 50 millions de dollars. Notre fréquentation à 4,4 millions de personnes. C'était à 2,4 millions en 1999. On a 1700 employés. On était à 450. On a investi 100 millions depuis 12 ans. On est actuellement à faire un plan de développement de 42 millions là, qui est en cours. On a plusieurs centres de découverte là, en chantier actuellement. Et un nouveau plan de développement de projet à rendement financier de 20 millions qui débute aussi. Au niveau de la fréquentation, ça c'est un diagramme là, qui montre dans le fond ce que je viens de vous dire. On est passé de 2 millions à 4 millions en une décennie ou à peu près. J'ai mis, parce que c'est un parc qui est plus proche d'ici, les chiffres pour le parc national d'Aiguebelle, donc qui est passé de 20 quelques mille à un peu plus de 40 000. Je pense que ça va être 44, 45 cette année, je pense. Donc, en une décennie, là, on a doublé la fréquentation à Aiguebelle. Nous avons un taux de notoriété de 56% dans la population. Ça, c'est dans nos sondages. Quand on demande « Connaissez-vous Parc Québec? Pouvez-vous nommer un parc au Québec? » En 99, c'était pas fort. Là, c'est plus connu déjà. Le taux de satisfaction de nos visiteurs est élevé. Sondage de l'année dernière, satisfaction de 91%. Intention de retourner dans les parcs 94% et de recommander à ses amis, sa famille, 98%. Ceux qui font nos sondages nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est assez exceptionnel. On a 400 000 participants à nos activités éducatives, 200 ententes de partenariat, c'est ce que je vous disais tantôt. C'est petit, hein? Mais bon, c'est les visiteurs par parc, là. Ça donne, en 2011, là, on arrive à 4 millions, quelques 4 millions 200. Avec les chiffres, les voyez-vous? Aiguebelle, 40 quelques mille, Anticosti, Anticosti, c'est sûr que
sont moins, 3 975, et etc. En 2005, on a fait une étude de retombées économiques auprès de, ça c'est 12 000 répondants qui venaient dans les parcs. Il y avait plusieurs conditions. On ne sondait que ceux qui venaient d'une autre région touristique dans le parc X et ceux qui s'étaient déplacés pour la raison principale du déplacement, c'était de visiter ce parc national-là. OK, donc, par exemple, si au parc national de Guebel, si c'était quelqu'un qui venait de Rouen, on ne le prenait pas. Si c'était quelqu'un qui était venu voir son beau-frère à Rouen, mais il venait de Montréal, mais il est venu voir le beau-frère à Rouen, on ne le prenait pas non plus. On ne prenait que ceux qui sont partis de Montréal, par exemple, au Québec, et qui sont venus en Abitibi parce qu'ils veulent visiter le parc national de Guebel. Donc, ça donnait des dépenses moyennes de 15 $ pour chaque dollar dépensé dans le parc, 15 $ dépensés en périphérie du parc. Ça, c'était la moyenne parce que à Guebel, j'ai des chiffres plus loin, c'était plus élevé, parce que plus le parc est éloigné du point de destination, plus la dépense va être grande, évidemment. Dans le sens que si c'est quelqu'un de Montréal qui va au Mont Harford, qui est à 1 heure de route, bon, il va partir juste pour la journée ou pour 2 jours. Évidemment, la dépense qu'il va laisser dans la région va être moindre que s'il vient au bout de la Gaspésie ou à Aiguebelle, parce qu'il va être parti plus longtemps. Ici, on a éclaté ces chiffres-là. Donc, ça, c'est la moyenne du réseau. J'ai mis celle d'Aiguebelle, parce que je pense qu'ici, ça pourrait ressembler à ça. C'est en 2005, fait que on peut penser que c'est un peu plus élevé. Transport dans la région, ben ça, c'est des dépenses d'essence. Si je prends un Guebel, mettons, 163 $. Nourriture, 298 $. Du magasinage, 113 $. L'hébergement, 241 $. Loisirs, 92 $. Autres dépenses, 210 $. Location, achat d'équipement, 65 $. 1187 $ et 65 $. Ça, c'est des faits. Des retombées permanentes, donc, en 2005, 470 millions de dépenses ont été effectuées dans les régions par les visiteurs et par la CEPAC. Bon, là, il y a des exemples. Là, Gaspésie, ça donne 40 millions. Et ça, c'est réparti. C'est un peu le tableau qu'on a vu précédemment. Des emplois. Le genre d'emploi il y a des emplois directs, mais il y a des emplois indirects, dans le sens que les gens qui vont travailler, qu'on emploie directement dans nos parcs, mais il y a des emplois aussi qui sont créés ou maintenus parce qu'il y a un parc national à tel endroit. Par exemple, ça peut faire si dans un parc, l'achalandage créé fait que ça va peut-être faire différence entre le dépanneur et rouvre ou il ferme, là. La même chose pour la quincaillerie, même chose pour... je donnais l'exemple, moi j'ai travaillé au Parc national des Grands Jardins, j'étais directrice là. Petit village à côté, Saint-Urbain. La quincaillerie, j'y laissais 90 000 $ par année. Achète un ponceau, achète un chauffe-eau, achète du bois pour réparer le pont, achète... alors là, ça c'est vrai, là. C'est moi qui signe les chèques. Donc ça c'est pour la Gaspésie. Les Hautes-Gorges, là aussi j'étais directrice. Il y avait de façon indirecte 450 emplois parce que tout ce que ça générait, donc l'exemple de la quincaillerie, du poste à essence, etc. Bon, comment ça marche? Dans un parc est créé, qu'on arrive, on engage un directeur, une directrice. Et on engage trois responsables en situation de gestion, là, 3 gestionnaires, si je peux dire. Un responsable qui va être responsable du service de la conservation et de l'éducation. Ça, c'est soit un biologiste, un géographe, quelque chose comme ça, qui, lui, va engager une équipe de garde-parc patrouilleurs, garde-parc naturaliste, garde-parc technicien en milieu naturel. Le garde-parc patrouilleur, c'est quelqu'un qui a un DEP habituellement là, en aménagement des territoires phoniques. Le naturaliste, c'est quelqu'un qui a un cégep, puis garde-parc technicien en milieu naturel aussi.
Il va y avoir un responsable du service à la clientèle qui, lui, va engager des préposés à l'accueil, des préposés aux opérations terrain, un responsable d'accueil, etc. Donc, eux, c'est vraiment, ils sont au comptoir pour donner les informations, ils s'occupent de la boutique nature, ils s'occupent s'il y a de la restauration, tout ça. Ça, c'est des gens qui n'ont pas besoin, c'est pas des emplois là, qui demandent de grandes qualifications. Ça demande des beaux sourires. Puis je sais qu'il y en a ici au Témiscamingue, j'en ai vu beaucoup aujourd'hui. Responsable des services collectifs, c'est celui qui va s'occuper, lui, tout l'entretien des immeubles, des infrastructures, les routes, les sentiers. Donc, il va engager une équipe de journaliers, d'ouvriers certifiés en propane, en menuiserie, etc., des aides domestiques, et etc. Donc, ici, Témiscamingue, ça devrait représenter une trentaine de personnes, une trentaine d'employés, je pense. Ça a-tu de l'allure, France? Alors, on estime pour l'instant que pour aménager le projet de parc national au Pémican, on estime ça à 26 millions. 26 millions, là, c'est pour construire des campings, des blocs sanitaires, les douches, des sentiers, des sites de canot-camping, etc. Selon notre expérience des autres parcs qu'on est en train d'aménager. Actuellement, on fait ce même travail-là pour Témiscouata. Ça devrait aller dans ces eaux-là. Évidemment, ça, c'est des... Tu sais, comme je disais, là, quand j'ai besoin d'un ponceau, là, on ne va pas aller l'acheter à Québec, on va l'acheter ici. Donc, ça, tous ces contrats-là, c'est donné... évidemment, il y a des processus d'appel d'offres, mais on a une politique là, d'achat local aussi, puis d'engagement dans la région. On pense qu'il va y avoir, on estime, 40 000 visites par année. Et là, vous repensez à les retombées qu'on a parlé tantôt, parce que ça, le 26 millions, c'est pour mettre en œuvre, là, mettons, on va prendre quelques années, 3, 4, 5 ans même, mettons, pour tout faire ça. Puis après ça, une fois qu'on roule, mais là, on va avoir, mettons, 40 000 visiteurs par année. On pense que les retombées économiques annuelles devraient être de l'ordre de 7,5 millions de dollars ici directement par année. Merci beaucoup.